Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20. Dans l'actualité en Bourgogne, ce soir, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté de Chalon-sur-Saône. Depuis 2015, il supprimait les menus de substitution au porc dans les cantines de la ville. Le maire Gilles Platret ne compte pas en rester là. Opération escargot ce matin sur la RCEA en direction du Creusot. Les entreprises du BTP protestent contre la fin du taux réduit sur la taxe sur le gazole non routier. Les agences immobilières à vocation sociale se développent dans notre région. Elles sont désormais 6 en Bourgogne. Leur plus, des loyers plus bas et un accompagnement social. En basket, la défaite de la JDA hier soir sur son parquet face à Bourg-en-Bresse. Un coup dur pour Dijon avant son match de Coupe d'Europe demain face aux Espagnols de Fuenlabrada. Mais d'abord donc, Gilles Platret n'en démord pas. Le maire de Chalon annonce ce soir qu'il saisit le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. La Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce matin l'arrêté municipal qui supprimait les menus sans porc dans les cantines de la ville. Marie Joly, Michel Gillot, Damien Rabézen. La Cour d'appel de Lyon a tranché ce matin. Instaurer un menu de substitution respecte le principe de laïcité. La justice donne ainsi tort à la mairie de Chalon-sur-Saône qui avait supprimé en 2015 les menus de substitution au porc dans ses cantines scolaires. Mais le maire de la ville ne compte pas en rester là. Il va porter son combat plus haut dans les instances judiciaires. Nous allons demander au Conseil d'État de casser la décision du juge administratif de Lyon, qui ne nous paraît pas conforme au droit. Encore une fois, je le dis avec beaucoup de respect pour la personne du juge, mais c'est un vrai combat philosophique. Il nous semble que la philosophie ici n'est pas conforme à la lettre de la loi de 1905 et la grande loi sur la laïcité en France. Le tribunal administratif de Dijon avait déjà annulé l'année dernière la décision de la mairie, évoquant l'intérêt des enfants. Cette fois-ci, les juges vont plus loin. Ils estiment qu'un menu alternatif au porc n'est pas contraire au principe de laïcité et de neutralité du service public. Pour l'avocat de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, c'est une grande satisfaction. C'est d'abord et avant tout fondamentalement une victoire des libertés fondamentales. Et puis au-delà de ça, ça permet de rappeler à ces hommes politiques de droite dure et d'extrême droite ce qu'est la laïcité. C'est-à-dire certainement pas un arsenal répressif anti-musulman. De son côté, le maire de Chalon-sur-Saône va aussi saisir le Conseil constitutionnel pour lui soumettre une question prioritaire de constitutionnalité sur le fonctionnement de la justice administrative. Le Conseil constitutionnel qui a décidément du travail. Les sages ont examiné ce mardi la légalité de la garde à vue de Muriel Boll en 1984. On saura le 16 novembre s'il décide de censurer le texte qui régissait alors le traitement judiciaire des mineurs. Et cela pourrait annuler une pièce essentielle de l'affaire Grégory. On en vient à ces kilomètres de ralentissement sur la RCEA ce matin. En cause, 50 véhicules de travaux publics qui ont lancé une opération escargot. Ces entreprises du BTP protestent contre la fin du taux réduit sur la taxe sur le gazole non routier. La Bourgogne-Franche-Comté est la première région à se mobiliser. Reportage Fanny Borius, Anthony Borloo. Des tracts distribués aux automobilistes dès 7 h du matin, puis une opération escargot sur la RCEA en direction du Creusot. Les entreprises de travaux publics n'ont pas ménagé leur peine ce matin pour se faire entendre. Bonjour. Les entreprises de travaux publics contre la hausse du gasoil et gasoil non routier. Merci. La raison de leur colère, la hausse du gasoil combinée à la suppression du taux réduit de la taxe qui lui est appliquée. Cet entrepreneur a déjà prévu d'augmenter ses prix. Si on augmente nos prix, faudra qu'on ait les chantiers, ce ne sera pas évident. Ce qui peut se passer, c'est est-ce que les collectivités, nous on travaille beaucoup avec les collectivités, est-ce qu'elles vont suivre notre augmentation qu'on va leur proposer? Je pense qu'elles vont réduire déjà le volume de travail. Donc c'est vraiment, on marche en marche arrière, quoi. C'est-à-dire on n'avance pas, on recule. Autre moyen pour contourner cette hausse, mieux consommer le carburant. Jean-Philippe Réolon dirige une entreprise de 20 salariés à Autun. Il leur a demandé de faire plus attention. J'ai des échanges avec eux au niveau de la consommation, en attirant leur attention sur le fait qu'il faut consommer moins pour éviter trop de dépenses. Cette année 2019 qui va arriver devrait être une très très bonne année. Et là, on nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Donc c'est des investissements qu'on ne pourra pas faire. Et des emplois, on a vraiment besoin de recruter. Point d'interrogation. Baisse des investissements prévus l'an prochain, gel des embauches. Les entreprises de travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté font grise mine. Pionnières du mouvement, elles espèrent être suivies rapidement par leurs collègues des autres régions françaises.
En Côte d'Or, le local des Restos du Cœur de Sœurs a été cambriolé le week-end dernier. Des denrées alimentaires et un ordinateur ont été dérobés. L'association créée par Coluche va porter plainte et les bénévoles vont malgré tout continuer à assurer leur permanence pour les plus démunis. Je vous le disais en titre, avec l'inauguration d'une nouvelle entité dans la Nièvre, cela porte à 6 le nombre d'agences immobilières à vocation sociale en Bourgogne. Certaines sont installées dans le paysage depuis longtemps, comme Isba à Chalon-sur-Saône, une émanation de l'association Habitat et Humanisme, fournir des logements à bas prix ainsi qu'un accompagnement social à ceux qui les occupent. Voilà la raison d'être de ces agences d'un genre particulier. Michel Gillot, Christophe Gaillard. Faire visiter un logement, la routine d'une agence immobilière. Oui, mais il y a agence et agence. Cécile Vira est la directrice d'Isba, agence immobilière à vocation sociale. Ce qui nous distingue effectivement, c'est cette vocation sociale. Donc ça va être dans le public que nous allons accueillir et loger. Et ça va être aussi dans la manière donc, de gérer. On pratique une gestion locative adaptée à notre public. Donc c'est-à-dire qu'on va accompagner les personnes que nous logeons pendant toute la durée du bail. Cessa est une des locataires de l'agence. Elle vit seule avec ses 2 enfants et ne roule pas sur l'or. L'agence Isba a été pour elle une bénédiction. Isba, en fait, c'est comme une protection familiale. J'ai connu la responsable de Isba, qu'elle m'a vue avec les 2 enfants. Et heureusement, c'est l'éducateur après qu'elle m'a raconté ce que Isba faisait. Et là, le clic, je dis, mais c'est exactement ce que j'ai besoin. Ce sont des travailleurs sociaux qui adressent à Isba des personnes en quête d'un toit. Les tarifs de location n'excèdent pas 5 à 6 euros le mètre carré. Isba trouve des propriétaires qui acceptent ces conditions et les locataires lui en savent gré. C'est vraiment la médiation entre le propriétaire de bâtiment et nous qu'on a moins possibilités au niveau de l'argent. Le propriétaire, en contrepartie d'un petit loyer, va avoir un avantage fiscal, c'est-à-dire qu'il va pouvoir déduire jusqu'à 85% de ses revenus fonciers. Et de surcroît, il peut bénéficier d'une prime de 1 000 € pour nous confier son logement en gestion. Ces avantages et l'assurance de ne pas subir d'impayés n'expliquent pas à eux seuls l'accord des propriétaires, pour qui il s'agit aussi d'un engagement. On rencontre quand même énormément de personnes ou de familles en difficulté, notamment des femmes isolées, qui avaient des enfants, ainsi de suite. Donc je dis, le peu qu'on puisse apporter, on a l'impression d'être un petit peu utile à quelque chose. Enfin, Isba, ce sont aussi des bénévoles qui viennent faire des réparations chez les locataires. Au total, l'agence gère 200 logements appartenant à 140 propriétaires. Également dans l'actualité, cette étude de l'INSEE qui interroge en Bourgogne-Franche-Comté, les habitants des territoires ruraux ont une mortalité supérieure à ceux des territoires urbains. Les décès avant 65 ans y sont notamment plus fréquents. Tous les détails de cette étude, vous le voyez sur notre site internet. Les éditions Bambou ont 20 ans. Cet éditeur bourguignon de bande dessinée a connu de nombreux succès en librairie, notamment avec la célèbre série Les Profs, adaptée au cinéma. Mais la structure a su aussi évoluer à côté de sa marque de fabrique, l'humour, avec d'autres collections. Romy Ouachu, Quentin César et Anthony Borloo. Sans succès, Bambou Édition le signe à la pointe du crayon. Un succès qui ne se dément pas. 2000 visiteurs sont venus lors du premier festival de BD à Charnay et tout le monde semble trouver son compte. Je trouve que c'est très innovateur ce que propose Bambou. Et du coup, on est tous fans dans la famille d'une série en particulier. J'ai mon fils qui est là, qui lit les petits mythos. Voilà, ma maman, celle-ci. On est un peu tous... on aime beaucoup. Je trouve que c'est un éditeur qui monte. Il y a des histoires qui sont de plus en plus denses, de qualité et qui plaisent vraiment sur tout thème en fait. Voilà, et c'est vraiment intéressant. Sa première marque de fabrique, c'est l'humour. Et puis la deuxième bonne idée, je pense, enfin il n'a pas eu que 2 bonnes idées, mais entre autres, après élargir le catalogue, faire d'autres choses, partir sur des collections réalistes, faire du manga, etc. C'est une structure assez
assez familial. C'est vrai que Olivier Sulpice, il est quand même très présent. Il passe des coups de fil à ses auteurs, il s'assure que tout le monde va bien. C'est en croisant Olivier, qui est devenu un ami, qui est le fondateur de Bambou, que j'ai pu réaliser ce rêve. Donc voilà, ça fait 20 ans que ça dure. J'espère que ça durera encore 20 ans. Olivier Sulpice, le voilà. Le boss, celui qui a lancé la maison il y a bientôt 20 ans. Dans sa besace, des succès comme Prof, les Rugbymen, les Sisters. Il y a aussi les autres collections comme la série Grand Angle pour le réalisme et Doki Doki pour le manga. Il y a 3 ans, il décide de donner un second souffle à la maison. De nouveaux locaux, le rachat de parts aux éditions Fluide Glacial ou la création d'une nouvelle collection avec la pointure Arleston, créateur de l'Enfeust, à sa tête. En janvier, on a créé une société qui s'appelle Draco, avec 2 O comme Bambou d'ailleurs, et on va sortir les premiers bouquins l'année prochaine, donc sur de la science-fiction et heroic fantasy. Et puis le 5e point, c'était de trouver d'autres débouchés à mes auteurs, sachant qu'ils savent écrire, ils savent inventer des histoires, ils savent les illustrer. Pourquoi ça marche en BD, pourquoi pas essayer de trouver d'autres domaines, et notamment l'audiovisuel. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi, entre autres, Bambou Film. Il a prévu de sortir un film par an. Il a aussi repris le domaine de la diffusion pour mieux représenter les auteurs. Une idée folle qui fonctionne. Notre ancien diffuseur vendait, par exemple, sur le mois de novembre, 140 références. Nous, c'est notre activité annuelle. Notre équipe a nettement plus le temps de parler des ouvrages, de s'apesantir, de présenter les ouvrages tout en profondeur, alors que vous imaginez bien, quand on a 140 références par mois, on ne peut pas parler de tous les ouvrages. Depuis sa création, Bambou Édition a vendu près de 26 millions de livres. Son plus grand succès est 5 millions d'albums vendus pour les profs. Plus de 300 dessinateurs, scénaristes et coloristes travaillent à Bambou pour un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros. Bambou s'exporte très bien. Il peut surprendre en créole, en patois ou en anglais. La série Les Sisters est la plus traduite dans 12 pays. Le petit Bambou n'a pas fini de grandir. L'audiovisuel public inventé collectivement, c'est le souhait de France Télévisions et de Radio France qui viennent de lancer conjointement une consultation citoyenne sur l'avenir des radios et télévisions publiques. On attend donc vos souhaits et vos envies via la plateforme mateledemain.fr. Écoutez les explications de Florent Dumont, le directeur du marketing et des études de France Télévisions. On sait aujourd'hui que la concurrence est beaucoup plus forte qu'il y a quelques années, à la fois sur l'écran de télévision, mais aussi sur tous les supports, ordinateurs, tablettes, avec des concurrents nationaux, des plateformes internationales. Et on sait que l'audiovisuel public doit trouver plus que jamais sa place dans cette concurrence très forte. Et votre télé régionale est aussi appelée à évoluer comme elle le fait depuis 50 ans. L'occasion pour nous de revenir sur 5 décennies d'infos et de programmes régionaux avec Emmanuel Pinsonneau. La télé est carrée, l'image en dégradé de noir et blanc. Il y a encore des voitures, place de la Libération à Dijon. Nous sommes en 1965. Tous les officiels sont là pour inaugurer la télévision régionale de l'ORTF en Bourgogne. Dans les studios de la rue Hoche à Dijon, le premier journal télévisé s'appelle Bourgogne Actualité. Les fondations sont posées pour construire une télévision régionale qui, d'un étage à l'autre, ne s'arrêtera plus d'évoluer. Bonsoir. L'une des grandes étapes, ce sera la fin de la grisaille. Nous sommes en 1980. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plus du tout de noir et blanc, désormais sur FR3 Bourgogne. 10 ans plus tard, le changement est interne à la télévision régionale qui vient s'installer dans ses locaux actuels de la Toison d'Or. Celui qu'on appelait le carré blanc avait toujours été un rectangle, il n'existe plus en 2009 quand la télé voit plus loin, plus large et devient à son tour rectangulaire. Nouvelle étape à la construction, le 16/9 remplace le 4/3. Terminée aussi la diffusion analogique, en 2010, la TNT fait basculer la télévision dans le tout numérique. 50 ans d'évolution d'une chaîne dont les habits auront suivi la mode aussi, générique, logo, couleur. La télévision change de look comme de chemise jusqu'à cette étape importante des années 90. La construction, déjà haute, commence à gratter le ciel et va faire de ce bleu-là sa couleur de reconnaissance. Bleu comme ce point que nous voulons faire ensemble pour imaginer la télé de demain, en sachant que la consigne donnée il y a 50 ans est de toute évidence toujours d'actualité. Aussi vous demanderai-je en terminant de ne pas montrer une exigence supérieure à nos moyens.
En basket, ce coup dur pour Dijon avant son match de Coupe d'Europe. Demain, la JDA s'est inclinée hier soir sur son parquet, battue d'une courte tête par Bourg-en-Bresse en clôture de la 6e journée de Pro A. Résumé de la rencontre, Maëva Damois, Romain Liboz. Le match avait pourtant bien commencé dans un palais des sports plein à craquer. La JDA ouvre le score dans une première période très équilibrée. Les équipes se rendent coup pour coup jusqu'à la mi-temps où Dijon mène d'une courte tête grâce à Aimé Gano sur le buzzer. La Jeanne domine mais commet trop de fautes pour se détacher. On les a laissés, de par nos erreurs, revenir dans le match. Il y a eu des petites balles perdues bêtement sur des demi-interceptions. Il y a eu des tirs ouverts qu'on n'aurait pas dû laisser. Voilà, des petites erreurs comme ça. En face, Bourg est très adroit au panier, mais les Dijonnais contrôlent grâce à un David Holston monstrueux, auteur de 20 points et 10 passes décisives. Mais le vent va tourner dans les 10 dernières minutes de jeu. Bourg inflige un 27-13 aux hommes de Laurent Leniam, assommé par un Zachary Picoq des grands jours qui signe 24 points. Le suspense reste entier jusqu'aux dernières secondes de jeu, mais les temps morts et la réussite au lancer franc profitent aux visiteurs. À part les 2 premiers matchs, on a joué à 9. Depuis, on joue à 8 parce qu'il y a des blessés à chaque fois. Ou à chaque match, on joue à 4 ou à 5 parce qu'il y en a toujours 1 ou 2 ou 3 qui passent au travers. Et à chaque fois, c'est pas les mêmes, ça change à chaque fois. Mais on ne peut pas durer sur 40 minutes en jouant à 4-5. Donc il faut que tout le monde, un peu, les joueurs, se remettent en question. Là. Voilà, et qu'ils jouent tous à leur niveau et ça ira beaucoup mieux. Score final 73-76, un coup dur pour Dijon qui recule à la 5e place du classement Jeep Elite avant de recevoir mercredi pour la Coupe d'Europe les Espagnols de Fuenlabrada. Allez, suite de notre feuilleton, toujours consacré à ce chantier école hors norme à Prémanon dans le Jura. La commune accueillera en 2020 une partie des épreuves de ski nordique des Jeux Olympiques de la jeunesse et a décidé de construire 10 chalets à Haut-Saturbois. Épisode 2 toujours signé Lucie Thierry et Jean-Louis Saintin. Nous sommes en avril. Retour à Mouchard, au lycée du Bois. Dans cet atelier, les parois des chalets sont fabriquées de A à Z par les élèves. Cyprien et Clémence habillent les murs d'une bonne épaisseur de laine de roche. La laine de roche, c'est surtout déjà pour isoler la cabane, parce que ça va être les jeux d'hiver, donc quand même qu'ils aient un endroit au chaud. Maintenant, c'est l'essence de la construction, c'est d'isoler de plus en plus pour consommer de moins en moins d'énergie pour pouvoir se chauffer. Voilà, vous le tendez suffisamment. Puis ça, c'est aussi côté dans notre 1056. Ouais, c'est ça, le retour il est dedans, c'est pour ça. Ils se sortent bien, ils sont plutôt investis, impliqués. Étant donné qu'on est 5 niveaux de classe à intervenir sur ces chalets, il faut qu'on ait le même langage, quoi. Un langage technique, voilà. À travers les plans, c'est une première étape. Et puis aussi dans notre démarche, dans nos repérages, dans nos choses comme ça, pour pas se retrouver coincés surtout. Ils se rendent compte par eux-mêmes que c'est important d'être précis dans ce qu'on fait. Sur ces tables d'assemblage, ils répètent les mêmes gestes, inlassablement. Une véritable entreprise de la construction bois, reproduite à petite échelle. Un cours théorique sur les fixations s'improvise. Partenaire du projet, c'est une société de la région qui le dispense. Donc c'est des calculs qui sont faits soit... Aujourd'hui, cette vis, elle a aussi quelques petites caractéristiques. Je ne sais pas si vous pouvez m'en citer une. Le double filetage. Alors c'est un filetage qu'on appelle asymétrique, donc c'est pour reprendre un maximum d'efforts en traction. En tant que soit concepteur dans les entreprises ou même sur les chantiers, ils vont avoir des choix techniques à faire pour définir un type de fixation, un modèle en fonction de leurs contraintes. Donc là aujourd'hui on leur donne les différentes clés nécessaires pour arriver à faire le bon choix. Au lycée, c'est jour de rentrée. 4 mois se sont écoulés et les chalets sont toujours là. Plus longue que prévu, la fabrication a retardé le début du chantier. Empilés et stockés en pièces détachées, les parois ont passé tout l'été sous ces bâches. Le système de rangement, ça a été rangé en fait par numéro de mur. Donc comme là, on peut voir, on a le T9, donc c'est un élément de toit. Ensuite, on aura le T8, le T10, c'est tout rangé. Donc en fait, on en prend un, après on rebâche. Et on le charge sous le camion. Au total, ils vont déplacer 6 tonnes de parois. C'est le plus dur, c'est le premier, de se mettre en train, puis après ça sera bon. Une fois qu'on aura chopé le coup de main. Le goutte de stress. Ouais, un peu, parce qu'on n'est pas forcément habitué. On va visser le 4-6 que tu vois là. Je peux déjà visser aussi le 4-6 Voilà.
Je vais aller chercher. Et là, tu prends la vis de 5,70. Ok, ça marche. Là, il faut être vigilant donc sur l'accrochage de la paroi, parce que cette paroi fait à peu près 550 kg. Le déplacement de la paroi, vous avez vu, donc il faut des mouvements assez lents, il ne faut pas être brusque. Il faut des personnes attentives. Au fil des heures, les élèves vont parfaire leur technique. Il leur faudra près de 5 heures pour charger l'équivalent de 2 chalets complets. Le camion est prêt à partir. Direction Prémanon. Livraison prévue demain sur le chantier où une autre équipe se prépare à les réceptionner. Demain soir et demain également, mais dans notre 12-13 cette fois, c'est votre tour, se rend à Charbonnières, les Sapins, dans le Doubs. Avec Clément Janin, on ira à la découverte des dinosaures du Dino Zoo, un parc qui fête cette année ses 20 ans. Rendez-vous donc demain à midi pour en savoir plus. Voilà pour l'actualité en région. Dans un instant, notre édition nationale, Virna Saki reviendra sur les questions autour du reste à charge zéro. La mesure est examinée à l'Assemblée. Toutes les lunettes seront-elles intégralement remboursées et les prothèses? Les mutuelles vont-elles revoir leurs tarifs à la hausse? Réponse dans un instant. Et puis l'image du jour, c'est l'acierie d'Ascoval à l'Arrêt, à Saint-Saulve dans le Nord. L'espoir d'une reprise s'amenuise. 280 emplois sont menacés. Les salariés dénoncent le désengagement de l'État. L'actualité régionale est de retour dans le Soir 3. Je vous retrouve pour ma part demain à midi et 19h. Très belle soirée sur France 3.